Bonsoir. Je viens effectivement vous parler d'une idée extrêmement simple qui me trotte en tête déjà depuis 36 ans. Alors cette idée, elle s'est mise à trotter pas mal dans la tête d'un certain nombre de Français depuis moins longtemps, depuis que Benoît Hamon, candidat à la présidence de la République, en a fait la proposition phare, en tout cas pendant les primaires. Après, c'était devenu un peu plus confus. Est-ce que c'est une particularité de la France? Pas du tout. L'an dernier, avec un de mes collègues, nous avons publié un livre qui fait le point sur la question, différents aspects de la question, aux presses universitaires de Harvard, sous le titre « Basic Income, a Radical Proposal for a Free Society and a Sane Economy ». Le revenu de base, une proposition radicale pour une société libre et une économie saine. Publié l'an dernier, il a déjà été publié depuis lors en Italie, au Mexique, au Brésil, en Corée, à Taïwan. L'édition en caractère complexe de Pékin est prête, va paraître incessamment, et même en français, cela paraîtra chez La Découverte au début de l'année prochaine. Nous sommes en train de corriger la traduction. Alors, pourquoi cette popularité aujourd'hui mondiale? Pas seulement, c'est clair, en raison du fait que l'idée est venue à un candidat à la présidence de la République ici. Il y a un certain nombre d'autres choses, d'événements plus ou moins contingents qui sont déroulés et qui ont conduit à éveiller l'intérêt de personnes bien au-delà des milieux académiques ou de milieux de militants qui s'y étaient intéressés jusqu'ici. Par exemple, il y a eu un référendum national en Suisse en juin 2016, avec un niveau de revenu universel extrêmement élevé, 2 300 € par mois et par personne. Le gouvernement avait recommandé de rejeter, 10% seulement du Parlement s'était déclaré favorable. Il y a quand même eu un quart de la population suisse à se prononcer en faveur de ce niveau, il faut bien dire, difficilement finançable. Et puis, il y a eu d'autres choses. Il y a maintenant, en Finlande, une expérimentation qui a commencé au début de l'année dernière, se terminera à la fin de cette année, comme prévu. Il y a eu à un certain moment une fake news qui s'est diffusée dans les réseaux disant « l'expérimentation finlandaise est interrompue ». Pas du tout. Elle se prolongera jusqu'à son terme, au terme qui était prévu à la fin de cette année. Et il faudra encore attendre jusqu'au milieu de l'année prochaine pour avoir les premiers résultats, parce que c'est fait d'une manière très scientifique, avec un groupe expérimental, un groupe de contrôle. Ils essayent de ne pas surveiller ce que font les gens pendant les 2 années pour ne pas perturber l'expérimentation. Et donc, on ne connaîtra les résultats que vers le milieu de l'année civile prochaine, vers le milieu de 2019. Il y a encore eu bien d'autres choses. Par exemple, en Italie, où il y a eu la proposition de Cinque Stelle, qui était une proposition de reddito di cittadinanza, revenu de citoyenneté. De nouveau, pas mal de confusion. Manifestement, l'idée de Beppe Grillo, le fondateur du mouvement, initialement, c'était une critique de l'assistantialisme, de l'assistance sociale. Il fallait autre chose, il fallait un revenu universel, mais de la manière dont finalement la proposition a été formulée, ce qui est aujourd'hui appelé revenu de citoyenneté en Italie et qui a été adopté par le gouvernement actuel, c'est simplement une version du RMI, du RSA français, simplement à un niveau très élevé par rapport au PIB par tête de l'Italie, 780 € par personne, strictement individuel. Et à mon avis, ça n'arrivera jamais à son terme, et pas seulement en raison des objections qui sont formulées actuellement par la Commission européenne à l'égard du budget italien. Donc, il y a eu un certain nombre de choses de ce genre-là. J'en ai mentionné 3 en Europe, il y en a aussi ailleurs. Et il y a eu aussi, par exemple, et c'est particulièrement pertinent pour la réunion d'aujourd'hui, un speech de Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, l'année dernière, au printemps de l'année dernière, à Harvard. Le malheureux n'était jamais parvenu à terminer ses études à Harvard parce qu'il avait d'autres choses plus intéressantes en 2e année.
Et donc il a quitté, dropped out à ce moment-là. Et donc, enfin, on lui a donné un diplôme à Harvard, un espèce de doctorat honoris causa, l'année dernière. Il a fait un discours et je vous en lis un extrait. Alors, j'ai vu que vous comprenez un peu l'anglais, la Hello Work, etc. Je vais me permettre de le citer en anglais, même avec l'accent belge, ça devrait être compréhensible. Voilà ce qu'il a dit. Il dit « We should have a society that measures progress not just by econometric metrics like GDP, le PIB, but by how many of us have a role we find meaningful. La manière de mesurer le progrès, c'est de voir combien parmi nous ont un rôle qu'ils trouvent eux-mêmes sensé, qui a un sens. Et il enchaîne immédiatement, we should explore ideas like universal basic income to give everyone a cushion to try new ideas, to try new things. Donc, nous devons essayer des idées, nous devons explorer des idées comme le revenu universel, non pas comme une forme plus efficace de lutte contre la pauvreté, ce qu'elle est, mais afin de donner à chacun un coussin qui lui permette d'essayer de nouvelles choses, to try new things. We are all going to make mistakes, so we need a society that focuses less on locking us up or stigmatizing us. And as technology keeps changing, we need to focus more on continuous education throughout our lives. Il y a beaucoup d'incertitudes sur l'avenir du travail, on vient de l'entendre, et ce qui est certain, c'est que nous aurons toujours plus besoin de formation continue. Il faut abandonner à jamais l'idée qu'on peut être formé, bac plus 5, etc. au début de la vie, et puis on est lancé, on ne devra plus y revenir. La formation tout au long de la vie est absolument capitale, et le revenu universel lui est étroitement complémentaire, parce que l'allocation universelle, le revenu universel, c'est ce qui permet beaucoup plus facilement de faire tout au long de l'existence le va-et-vient entre la sphère de l'emploi, la sphère de la formation et la sphère des activités bénévoles, en particulier, mais pas seulement, dans la sphère de la famille. Et il termine en disant, lucidement, honnêtement, « And yes, giving everyone the freedom to pursue purpose isn't free. » Donner à chacun cette liberté de poursuivre ce qui lui importe, ce n'est pas gratuit. « People like me should pay for it. Many of you will do well in your life and you should do too. » Donc il s'adresse là-bas aux étudiants de Harvard, c'était la graduation ceremony, qui sont sur le point de terminer leur billet, et leur dit, écoutez, pour donner à chacun cette liberté, permettre ça à tous, pas seulement aux privilégiés, ça va coûter de l'argent. Et qui va payer pour ça? Des gens comme moi, dit-il. Et puis des gens comme vous, étudiants d'Harvard, et comme vous, dans la salle aujourd'hui. Je ne vois pas beaucoup de miséreux assis sur les sièges là, et je vois un certain nombre de personnes promises à un avenir assez lucratif. Eh bien, ce sont des gens comme vous qui en êtes, même s'ils reçoivent aussi leur allocation universelle, auront payé pour permettre à chacun d'avoir ce cushion, cette possibilité, ce coussin qui leur permet d'essayer, pour que même l'accès à des stages en début de carrière ne soit pas limité à ceux dont leurs parents peuvent leur payer une petite allocation universelle qui leur permet encore de continuer après leurs études et puis avant d'avoir accès à un véritable emploi. Alors, je ne vais pas, donc, un de ces différents petits éléments que je viens de donner, le référendum suisse, la proposition italienne, l'expérimentation en Finlande, le discours de Zuckerberg ne sont quelques exemples qui sont la manifestation de quelque chose, bien sûr, de plus profond, qui fait qu'aujourd'hui, encore plus qu'il y a 36 ans, quand l'idée m'en était venue, l'allocation universelle, le revenu universel, est quelque chose de pertinent, en particulier en rapport avec la problématique du travail, la problématique de l'emploi. Et donc, je vais dans le temps qui me reste, je voudrais connecter cette idée très simple d'allocation universelle, revenu inconditionnel, donné à chacun, sans contrôle de ressources, sans obligation d'être disponible sur le marché du travail, sans contrôle de la situation familiale. Cette idée très simple est centrale pour l'avenir du travail. Permettez-moi de vous poser une question à laquelle vous aurez à répondre par la voix. C'est une chose, un système
dispositif que j'ai appris du temps où j'enseignais à Harvard. Je vais vous poser une question, puis je vous demanderai ceux qui pensent que oui, enfin, uns vont dire nous, et puis les autres diront nous après. Bon, la question que je vais vous poser est la suivante. C'est une question aussi que j'ai posée au moment du lancement de l'édition italienne du livre. J'avais été invité à faire une conférence à l'Aula Magna à Bologne, et le titre qu'ils avaient mis à la conférence, c'était pas tellement loin du titre d'aujourd'hui, c'était il reddito di base et le revenu de base, tramonto della società del lavoro, point d'interrogation, un crépuscule de la société du travail. C'est une question qui fait frémir les Italiens parce que l'article 1 de la Constitution italienne dit que l'Italie est une république fondée sur le travail. Alors, il y avait Romano Prodi et sa femme et l'archevêque de Bologne au premier rang, il y avait le gouverneur de la Banque d'Italie, donc c'était ça la question, point d'interrogation, est-ce que ça va être oui ou pour non? Donc, avant de commencer à donner rapidement la réponse du prof, j'ai demandé aux gens dans la salle ce qu'ils en pensaient. Est-ce que oui ou non, hein, c'est la question que je vais vous poser, est-ce que oui ou non, un revenu universel, ça signifie le crépuscule de la société du travail, hein? Ne me posez pas des questions à ce stade pour savoir qu'est-ce que c'est exactement le travail, etc. Mais est-ce que, à vos yeux, c'est le crépuscule de la société du travail? Alors, je vais dire qui d'entre vous pense que oui. Je vais dire 1, 2, 3 et vous direz nous. OK? Sauf si vous pensez que vous êtes seul à croire que la réponse est effectivement oui, c'est la fin. Alors vous dites moi. D'accord, hein, ça vous... OK, on est prêt? Donc, qui d'entre vous pense que le revenu universel, c'est la fin de la société du travail? 1, 2, 3. Bon, vous avez suivi quand même, hein, j'ai suivi, vous n'êtes pas tous endormis. Bon. Alors, qui d'entre vous, que ce n'est pas le cas, que ce n'est pas la fin de la société du travail? 1, 2, 3. Bon, OK. Alors, quelle est la réponse correcte? Je dois regarder sur mon papier. La réponse correcte, c'est non, oui, oui, non. Non, oui, oui, oui. Bon, ça veut dire qu'il faut un peu clarifier les termes. D'abord, c'est non, pour la raison suivante. Je ne défends pas du tout le revenu universel, comme on le fait parfois, et on vient d'y faire allusion dans l'exposé antérieur. Je ne le défends pas du tout en disant, écoutez, il va y avoir l'automation, l'intelligence artificielle, tout ça, donc il n'y aura plus de boulot pour tout le monde. Donc, pour ceux qui malheureusement n'ont pas accès à l'emploi, il faudra leur donner un prix de consolation et ce revenu. Pas du tout. L'allocation universelle est essentielle pour donner une réalité au droit à l'accès à l'emploi pour chacun. Nous allons effectivement, en raison de l'automation, en raison de la mondialisation, vers une société où le pouvoir de gain, earning power, est de plus en plus polarisé. Ceux qui ont du capital, un capital humain particulièrement précieux et à un certain moment du temps particulièrement lucratif, ceux qui sont propriétaires de droits de propriété intellectuelle, ceux-là voient leur revenu exploser et en même temps, il y a une catégorie de plus en plus grande de la population qui, de manière temporaire ou permanente, a un pouvoir de gain qui est soit inférieur au seuil de pauvreté, soit proche du seuil de pauvreté, soit menaçant à chaque moment de tomber au niveau du seuil de pauvreté. Cette polarisation, elle est effectivement liée, elle est déjà à l'œuvre et elle est prévisible pour l'avenir. Mais le revenu universel ne consiste pas à dire ceux qui sont en bas, on leur donnera un petit prix de consolation. Non, l'allocation universelle vise à mettre un plancher en dessous de tout le monde, inconditionnel, de manière à ce que ceux qui travaillent trop pourront plus facilement réduire leur temps de travail ou l'interrompre, ce qui permet une forme souple de partage du travail. Et en même temps, le revenu universel, parce qu'il est combinable avec un revenu d'autres sources, est une subvention permanente, systémique, au travail relativement peu rémunéré, mais un travail qui a du sens, parce qu'on peut à chaque moment y renoncer tout en gardant le droit à l'allocation. Ce n'est pas comme le RSA, ce n'est pas comme les allocations de chômage. Donc, premièrement, certainement non, ce n'est pas la fin de la société du travail, au sens, ce n'est pas la fin du droit à l'emploi, à l'accès à l'emploi. Au contraire, c'est un outil pour le généraliser, pour le rendre réel pour une plus grande partie de la population. Par contre, c'est vrai, deuxièmement, c'est vrai, oui, c'est la fin d'une société du travail au sens où ça consacre la fin de cet idéal
devenu absurde, du travail à temps plein, de l'emploi à temps plein pour tous et toutes pendant toute la vie active. Nous sommes dans une situation où, au fil du temps, la productivité a augmenté, la participation des femmes au marché du travail a augmenté, l'espérance de vie active a augmenté. Mais dans ce contexte, continuer à ériger en idéal pour toutes et pour tous ce qui a été l'idéal traditionnel pour le mâle, pour les hommes dans la société industrielle, c'est absurde. Donc, en ce sens-là, oui, c'est la fin de la société du travail, d'une société qui érige cela en idéal. Oui, aussi, c'est la fin de la société du travail, si on entend par là la société du travail forcé, puisque l'allocation universelle est strictement inconditionnelle. En ce sens-là, l'allocation universelle, se situe dans le prolongement de l'abolition de l'esclavage. À la fin du XVIIIe siècle, Condorcet, ici à Paris, défendait cette idée utopique qui était d'abolir l'esclavage. Mais l'abolition de l'esclavage, c'est donner à chacun la liberté réelle de ne pas devoir vendre sa force de travail à quelqu'un, à un capitaliste qui l'achèterait. Mais c'est purement formel. L'allocation universelle, c'est donner à chacun cette liberté réelle de ne pas devoir accepter n'importe quel emploi, simplement pour pouvoir survivre et faire survivre ses proches. Donc, en ce troisième sens, oui, le revenu universel veut être la fin de la société du travail, si c'est cela qu'on entend. Société du travail forcé. Et enfin, quatrièmement, et ce n'est pas le moins important, est-ce que c'est la fin du devoir de travailler? Et c'est d'ici aussi que la distinction entre travail et emploi est importante. Il y avait à Bologne, comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait l'archevêque de Bologne qui était présent, et je me suis dit, là, il ne faut pas que je rate une chose importante, qui est que dans la tradition chrétienne, une citation qui est utilisée à l'infini contre le revenu universel, c'est cette phrase qui se trouve dans la deuxième épître de saint Paul aux Thessaloniciens, qui dit « Celui qui ne travaille pas ne mangera pas ». Alors, je vous invite à lire attentivement ce passage. Que dit saint Paul dans ce passage? Il dit, écoutez, quand vous allez rendre visite à vos frères à Thessalonique ou ailleurs, ce n'est pas, dit-il, ce n'est pas que vous n'ayez pas le droit de manger sans travailler. J'ai bien été vérifié, le terme grec c'est exousia, le droit. Ce n'est pas, je répète, ce n'est pas que vous n'avez pas le droit de manger sans travailler. Mais enfin, dit-il, c'est quand même pas très sympa d'aller chez les gens et puis de les laisser faire tout le travail. Et donc, suivez plutôt mon exemple, notre exemple, quand nous allons visiter nos frères, eh bien, nous mettons la main à la pâte et nous les aidons. Bon, ce qui est crucial ici, c'est la distinction entre l'obligation légale d'être disponible sur le marché de l'emploi et le devoir moral de travailler au sens de faire des efforts pour d'autres que soi-même. Et il n'y a pas de société qui puisse fonctionner, il n'y a pas de société décente, il n'y a pas de vie décente sans avoir, ou n'y ait pas, ce devoir moral de contribuer à la société par des efforts qu'on va faire, des choses qui nous coûtent et qui sont utiles à d'autres, qui sont souvent importantes, souvent essentielles pour nos enfants, par exemple, pour d'autres que nous-mêmes. Mais évidemment, la supercherie, en quelque sorte, de l'idéologie travailliste, en un certain sens, c'est de confondre ce devoir moral de travailler, qui restera tout aussi important après l'introduction d'un revenu universel, avec le devoir d'être disponible sur le marché du travail et d'accepter n'importe quel boulot, n'importe quel emploi, à condition qu'on le considère comme minimalement convenable. Donc, voilà la réponse correcte à la question. Donc, vous n'avez pas fait trop mal tout à l'heure, c'est oui, non, non, oui. Et donc, selon l'interprétation à donner à ce terme, la réponse est différente. Je termine, donc, et ça me permet de terminer sur cette distinction entre travail et emploi. Personnellement, je trouve qu'il faudra effacer le plus rapidement ou recycler cette image le plus rapidement possible parce qu'il n'y a pas de combat entre le travail et l'emploi.
l'emploi est une forme particulière d'organisation du travail. Non seulement on aura besoin de l'emploi, simplement parce que le marché du travail est une manière intelligente de coordonner les activités humaines, localement et globalement, mais aussi parce que le droit à l'emploi, la possibilité réelle d'accéder à l'emploi, est une chose importante et qui reste importante au nom de la justice sociale. Et d'autre part, bien sûr, le travail, lui aussi, y compris l'obligation de travailler, le devoir moral de travailler, est quelque chose dont aucune société humaine ne peut se passer avec ou sans allocation universelle. Ce que permet simplement le revenu universel, c'est de diversifier pour ceux qui ont le moins de choix, le moins de possibilités, diversifier les possibilités pour eux de contribuer dans l'emploi et en dehors de l'emploi à d'autres qu'eux-mêmes et à la société en général. Voilà ce que j'avais à vous communiquer sur cette petite idée qui me trottait en tête depuis 36 ans.